Bienvenue au Bulletin des régions, une émission qui vous présente des reportages provenant des 4 coins du Québec, des reportages produits par les quelques 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine, à Thetford, un ambitieux projet pour le futur des infrastructures sportives. Dans Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, 700 000 sont investis dans le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. À Gaspé, l'intégration dans le système de la santé des infirmiers et infirmières provenant de l'Afrique francophone se poursuit. À Donnacona, Accès Travail Portneuf a une équipe de 10 personnes pour accompagner les nouveaux arrivants. À Rimouski, l'organisme Cosmos Bas-Saint-Laurent souligne 20 ans de travail pour que chaque jeune puisse développer son potentiel. À Arma, l'école Bellevue présente son initiative pour développer les compétences langagières chez les enfants de 0 à 5 ans. À Rivière-Baudette, c'est la 7e édition de l'incontournable descente en kayak. En Gaspésie, c'est la nuit des homardiers. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre dans Charlevoix, plus précisément à Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, où se déroulaient 2 cérémonies commémoratives suite aux inondations du 1er mai 2023. Des inondations qui ont emporté des maisons, des souvenirs, mais également des vies. Un reportage de Lydia Duchesne de TVCO. Les municipalités de Baie-Saint-Paul et de Saint-Urbain ont tenu des célébrations commémoratives un an après les inondations qui ont laissé des traces importantes dans les quartiers, mais aussi dans la mémoire des 2 communautés. C'est important de prendre un petit temps de commémoration. Je dis bien commémoration puisque ce n'est pas une fête. On voulait prendre le temps en premier lieu d'honorer nos pompiers, mais en même temps de revenir sur ce qu'on a vécu l'an dernier. Aujourd'hui, c'est intéressant. Dame Nature collabore. À pareille date, l'an dernier, à 13h30, le scénario était totalement différent. C'est un scénario qu'on ne veut plus revivre jamais. Ça fait partie du passé, malheureusement. Je pense qu'il faut quand même se rappeler qu'est-ce qui est arrivé. Il y a eu 2 personnes qui ont perdu la vie également. À Baie-Saint-Paul, des certificats honorifiques ont été remis à des pompiers pour des sauvetages qui n'avaient jusqu'alors pas été ébruités. Votre équipe, composée de pompiers de la ville de Baie-Saint-Paul, aide les résidents à évacuer lorsqu'un voisin leur mentionne qu'une dame se trouve toujours dans son logement, au sous-sol, alors que l'eau monte dangereusement. Vous constatez, alors par une fenêtre du sous-sol, qu'une dame s'y trouve en effet totalement apeurée et incapable de sortir de son appartement. L'équipe descend les escaliers afin d'ouvrir la porte qui mène vers le logement. Mais le niveau d'eau élevé, donc sous les bras de la personne, dans les escaliers. Cela rend donc la chose impossible malgré vos efforts. Vous décidez alors d'enlever manuellement les châssis d'une fenêtre au niveau du sol qui mène au logement. Maxime, étant le plus jeune de l'équipe, est désigné pour entrer dans le logement avec l'aide des 2 autres pompiers d'expérience que sont M. Gagnon et M. Simard. Vous agissez malgré l'eau qui monte abondamment dans le logement par la fenêtre et l'espace restreint de l'ouverture. Une fois à l'intérieur, Maxime a vite fait de sécuriser et de diriger la dame vers l'accès restreint de la fenêtre pour la sortir. Après des efforts considérables, vous réussissez à sortir la dame par la fenêtre où elle sera par la suite transportée dans un endroit en toute sécurité. Maxime, quant à lui, peine à s'extirper, vous voyez, désolé, à sortir, on va dire ça, à sortir du logement, mais avec l'aide de ses collègues, il réussit à sortir. Pour cet acte de bravoure, je vous remets aujourd'hui un certificat honorifique et au nom de la ville de Baie-Saint-Paul, je suis bien fier de vous. Merci. Autour de 17h20, 17h30, le niveau d'eau monte de façon exponentielle dans le secteur de la rue des Cèdres où plusieurs équipes de pompiers travaillaient à aider les résidents pour l'évacuation. Marc-André Filion, qui était apprenti pompier du service incendie des éboulements, faisait partie des pompiers qui participaient à ces évacuations. Pendant que vous aidiez des citoyens à sortir de leur résidence, vous avez vu de l'autre côté de la rue une femme sortir de chez elle sur son balcon pour demander de l'aide à l'évacuation.
En s'avançant afin de se manifester, elle a perdu pied et est tombée. Comme l'eau avait emporté une partie du terrain et de la fondation de la résidence, l'eau avait créé un immense trou devant la maison et la dame s'est retrouvée entièrement sous l'eau. Comme elle ne savait pas nager, elle s'est débattue, elle a avalé beaucoup d'eau et s'est retrouvée semi-consciente complètement sous l'eau. Vous vous êtes alors empressé de traverser la rue le plus vite possible, limité par l'eau qui arrivait à la hauteur de taille et avec l'aide d'un billot de bois pour arriver in extremis et sortir la dame de sa fâcheuse position. Des pompiers sont venus ensuite vous aider et la dame a réussi à retrouver partiellement ses sens afin d'être transportée dans un endroit sécuritaire. Votre intervention rapide, M. Filion, a fait toute la différence. C'est pourquoi aujourd'hui, au nom de la ville de Baie-Saint-Paul, il me fait plaisir de vous honorer. Bravo. La brigade complète a également reçu un certificat pour leur dévouement et l'excellence de leur travail. Les bénévoles et la vague de solidarité qui s'en est suivie a aussi été saluée et applaudie avec émotion. On ne veut pas se souvenir, mais dans ce chaos-là, il y a quand même eu de la lumière. Michael en a parlé. On a vu un élan d'entraide comme on n'a jamais vu. Oui, on pense à la gang du Festif, Joie Clément, à des gens de Pro-Santé, mais on ne peut pas tous les nommer. J'ai rencontré des gens qui venaient de Trois-Rivières quand je suis venue l'année passée, qui ne connaissaient pas personne, mais qui avaient été marqués par les images de ces roulottes qu'on a vues flotter dans l'eau, par ces images de destruction. Des gens qui sont venus bénévolement ici pour aider les gens de Baie-Saint-Paul. C'est donc dire que oui, l'élan de solidarité a franchi les frontières de Charlevoix. Le parc des voisins, petit terrain gazonné significatif pour les habitants du quartier Saint-Joseph, arbore désormais un ancien poteau du sentier du Gouffre qui a fait long voyage, emporté par les crues pour être retrouvé à Rimouski. Celui-ci trouve une nouvelle fonction, celle d'un repère de crues. Le discours du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, était aussi très attendu par les sinistrés présents, dont les maisons sont encore en rénovation et pour qui les dédales administratifs sont loin d'être terminés. Pour moi, c'était important d'être ici aujourd'hui pour rendre hommage aux 2 pompiers disparus, rendre hommage à ceux et celles aussi qui ont sauvé des vies, qui travaillent sans relâche, jour après jour, pour sauver des vies. Mais vous dire aussi à vous, gens de Baie-Saint-Paul, bravo. Vous avez été résilients, combattants, patients. Vous êtes 1133 personnes à avoir été évacuées en ce 1er mai 2023. 1133. Près de 800 résidences ont été touchées. Plusieurs ont perdu complètement leur maison. Certains d'entre vous, tantôt, me disiez, François, ont été encore à Reno, d'autres qui sont dans leur maison. Du côté de Saint-Urbain, beaucoup d'émotions de tout genre se ressentaient dans la foule, alors qu'un mémorial était dévoilé en l'honneur de Régis et Christopher Lavoie, décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Le 1er mai 2023 sera tout jamais gravé dans nos mémoires. Ce jour-là, en dépit des bonnes précipitations, personne ne se doutait du drame qui allait se dérouler chez nous. En quelques heures, nous sommes confrontés à l'augmentation du débit de la rivière du Gouffre. Notre service incendie est déployé dans plusieurs secteurs afin de procéder à l'évacuation des résidents dans les secteurs connus, dont une évacuation dans le rang Saint-Georges. Chaque jour, des pompiers risquent leur vie pour sauver celle des autres. C'est dans leur ADN de porter assistance et d'aider les gens. Lors de l'annonce du décès de Régis et Christopher, les familles et leurs proches sont anéantis. Nos pompiers le sont. Tout le personnel et toute notre population est sous le choc et éprouvée. Nous avons reçu de nombreux témoignages d'espoir, de solidarité et de sympathie de partout au Québec et particulièrement des services incendies de notre région que j'ai oublié de saluer tout à l'heure et que je vous remercie sincèrement d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. 23 000 $ ont été amassés à travers la collectivité pour financer ce projet, une initiative de Luc Dufour. Notre service incendie tenait expressément à rendre hommage à nos collègues disparus. Un hommage en tant que membre du service incendie. Une action significative
pour vous dire que vous êtes toujours avec nous et que nous ne vous oublierons jamais. Cet hommage va se matérialiser par un mémorial pour vous, Régis et Christopher, qui avez donné votre vie pour la communauté. Nous remercions tous nos donateurs, qu'ils soient à titre personnel ou corporatif, ainsi que la municipalité de Saint-Urbain, qui nous a épaulés tout le long de ce processus. Les audiences encore en cours pour l'enquête publique du coroner sur cet événement, l'heure n'était pas au regret et à la remontrance, mais bien au recueillement et à la résilience. Christopher et Régis ne sont pas morts en vain. Nous allons tirer des leçons de cette tragédie et veiller à ce qu'une telle situation ne se reproduise plus jamais. Le mémorial, présentement installé devant le centre communautaire de Saint-Urbain, sera déplacé près des lieux de l'événement sur la route 138, où un petit parc sera aménagé au cours des prochains mois. L'équipe de TVCRA était à Thetford à l'annonce par le maire Marc-Alexandre Brousseau d'un plan ambitieux de développement des loisirs dans sa municipalité au cours des prochaines années. Donc voilà pourquoi on est ici aujourd'hui, donc bien installé comme ça pour vous recevoir. C'est qu'on veut vraiment vous présenter en matière de loisirs ici à Thetford les projets qui sont sur la planche à dessin. On veut faire rêver, en fait, parce que tout ce qu'on va présenter aujourd'hui ne pourra pas se faire dans la prochaine saison estivale, on s'entend, mais on a vraiment voulu travailler en amont, travailler un peu sur l'avenir qu'on voit pour nos projets de loisirs ici. Et on a voulu le faire de façon sérieuse, c'est-à-dire qu'on a fait une démarche importante depuis 2 ans en vue d'orienter les décisions futures sur les infrastructures de loisirs ici à la ville de Thetford qui vont concerner l'utilisation des parcs, des espaces verts, des infrastructures sportives. Donc, c'est vraiment un travail de fond qui a été fait pour ne pas qu'on prenne nos décisions à la pièce. On a vraiment voulu avoir une vision d'ensemble et puis avoir une vision d'ensemble, ça veut dire plein de projets. Donc, c'est pour ça qu'on devra le faire sur quelques années, mais il reste que d'avoir une ligne directrice comme ça qui s'est dessinée avec le travail qu'on a fait. Ça méritait aussi aujourd'hui qu'on vienne vous le présenter. Donc, le plan d'action va se diviser entre 4 grands enjeux. La mise à niveau et le maintien des actifs, donc assurer la mise à niveau des infrastructures existantes, prioriser des investissements durables et nécessitant peu d'entretien dans le temps. Aussi le vieillissement de la population, donc favoriser la polyvalence des nouvelles installations, bonifier l'offre pour les aînés afin de favoriser le maintien d'une vie active. Puis aussi la diversification des vocations des parcs et espaces verts. Donc, développer l'offre culturelle extérieure et favoriser l'appropriation des parcs comme lieu de socialisation. Mettre en valeur la rivière Bécancour via le réseau des parcs et espaces verts. Et le dernier enjeu, c'est l'optimisation des plateaux sportifs et récréatifs. Donc, améliorer l'offre hivernale en matière de plateaux sportifs et récréatifs et privilégier la qualité et la complémentarité plutôt que la quantité de plateaux sportifs et récréatifs. Alors...
Un montant record de quelques 700 000 $ sera investi dans la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matapédia-Matane dans le programme Nouveaux horizons pour les aînés. Marc Baudouin de la télévision de la Matapédia en parle avec la députée Christina Michaud. Cette année encore, la circonscription fédérale d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia est la circonscription dans laquelle le plus de projets ont été approuvés via le programme Nouveaux horizons pour les aînés. Pour nous parler de ces projets, je reçois la députée Christina Michaud. Bonjour Christina. Bonjour. Le montant attribué pour les projets pour les aînés est substantiel pour 2024 pour ta circonscription. Oui, absolument. On parle d'un montant de 712 282 pour être bien exact. Alors, c'est presque un record. Encore une fois, l'année dernière, pour la première fois depuis des années, on était dans le 700 000 $. Le ministère m'a confirmé qu'on était la circonscription au Québec où il y avait eu le plus de projets acceptés pour un total de 38. Donc, c'est vraiment une fierté. On est bien content de ça. On sait qu'on a une population vieillissante dans la circonscription. Donc, d'avoir le plus d'activités possibles pour les aînés, pour les garder actifs, c'est vraiment génial. Donc, on est très content. Et de ce montant, là, combien a été attribué à la MRC de la Matapédia? Mais écoutez, un montant substantiel, c'est la Matapédia des 4 MRC qui remporte la part du lion. Faut dire que ça dépend des projets qui sont envoyés, ça dépend du nombre de projets envoyés, du nombre de projets acceptés, bien évidemment. Une MRC voisine peut en avoir envoyé moins, mais pour la Matapédia, c'est 15 projets cette année qui ont été acceptés pour un total de 340 000 $. Donc, c'est vraiment bien des projets qui vont voir le jour dans la Matapédia, dans la communauté, que ce soit des projets de réfection des endroits pour les aînés, que ce soit des clubs de 50 ans et plus ou des clubs de l'âge d'or. Ça peut être ce type de projet-là, mais ça peut aussi être de nouvelles activités qui sont mises sur place pour garder les aînés actifs, des activités culturelles aussi, ou pour organiser des brunchs, de la cuisine, des activités de danse ou des activités technologiques. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts et on va voir ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, des projets qui vont être organisés un peu partout dans la Matapédia pour garder les aînés actifs. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et aussi, ce qui est bien avec ce programme-là, c'est qu'on inclut les aînés tout au long du processus. Alors, c'est des projets des aînés, par les aînés, pour les aînés. Alors, ça, c'est bien. Et il y en a plusieurs qui commencent à intégrer les jeunes là-dedans. Alors, ils offrent des activités qui sont intergénérationnelles. Alors, on en a vraiment pour tous les goûts et même pour tous les âges. Christina Michaud, merci beaucoup de nous transmettre encore ces belles nouvelles et tout le travail que tu fais pour nous également. Bien, merci beaucoup. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur le programme Nouveaux horizons pour les aînés ou pour consulter les projets gagnants, vous pouvez vous rendre sur le site du gouvernement du Canada. En octobre dernier, pas moins de 40 infirmiers et infirmières provenant de l'Afrique francophone débarquaient en Gaspésie. Thierry Haroun est allé à leur rencontre quelques mois plus tard. La toute dernière cohorte d'infirmiers et infirmières, une quarantaine en provenance de l'Afrique francophone, est arrivée en octobre dernier en Gaspésie. Un apport professionnel qui donne un peu d'oxygène au réseau de la santé. Ces nouveaux candidats se sont installés dans la région avec leur famille et ont été répartis à travers la péninsule. Chaque personne profite d'une mise à niveau en soins infirmiers qui dure de 9 à 12 mois selon le cas. Les personnes sont candidates à l'exercice de la profession d'infirmière en attendant de passer l'examen de l'ordre. Ces personnes travaillent comme préposées aux bénéficiaires pendant leurs études au cégep. Rappelons qu'à l'automne 2022, le CIS de la Gaspésie a accueilli une première cohorte de 37 personnes. Ainsi, tour à tour, vous entendrez Ronnie Cummings, enseignante et coordonnatrice à l'AEC Intégration de la profession infirmière, suivi d'un candidat, Jaurès Bancolé, venu de la Côte d'Ivoire, et de Lou Landry, adjoint au PDG du CIS. À noter que tous ces candidats proviennent de 6 pays d'Afrique, soit l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Maroc et le Congo. Voici mon reportage. Bonjour, je m'appelle Ronnie Cummings. Je coordonne au niveau de l'enseignement pour l'AEC Intégration à la profession infirmière au Québec. Qu'est-ce que c'est que ce cours, en fait, en vos mots à vous? C'est une formation qui permet à des personnes qui sont infirmiers dans leur pays, minimalement depuis 4 ans, de venir faire la formation au Québec pour pouvoir travailler comme infirmier au Québec au niveau de l'ordre professionnel.
Très bien. Alors, ça s'adresse à qui précisément, par exemple? Vous avez quoi comme cas concret? C'est des personnes qui ont été choisies avec le ministère de l'Immigration, avec l'ordre professionnel, avec les différents paliers gouvernementaux, pour faire en sorte d'amener des gens d'expérience à travailler pour dépanner le réseau de la santé ici. Ils déménagent avec leur famille et viennent ici travailler. Alors, en quoi consiste ce cours plus précisément? C'est une formation qui comprend en fait un bloc théorique, laboratoire et stage qui est obligatoire à tout le monde, qui comprend 615 heures de formation. Par la suite, certains de nos étudiants vont avoir ce qu'on appelle un bloc prescriptif. Donc, dépendant de leur expérience de travail, vont avoir à faire 1 à 4 cours supplémentaires qui comportent un volet sur la santé mentale, un volet sur la pédiatrie, sur la périnatalité et un volet sur les personnes âgées. Wow. Donc, et on devient donc à la suite de cette formation, ça dure combien de temps à peu près en tout de bout en bout? De bout en bout, on a 62 semaines pour le faire. Quand même. Qui est vraiment maximal pour les personnes. Et ensuite de ça, ça leur permet de se préparer à l'examen de l'ordre professionnel, ici, l'ordre professionnel des infirmiers du Québec, pour pouvoir accéder au permis de l'ordre pour travailler comme infirmier. Alors, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je suis Bankole Jaurès. Je viens de la Côte d'Ivoire. Vous venez de la Côte d'Ivoire. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez en Côte d'Ivoire? J'étais infirmier. Infirmier? Ouais. Génial. Et donc, vous êtes arrivé quand ici au pays? Nous sommes arrivés au Québec en octobre. En octobre? 2023. Ouais. D'accord. Vous, avec votre famille, vous êtes arrivé? Oui, moi, je suis venu avec ma conjointe et mon fils de 5 ans. Ouais. De 5 ans. Ouais. Génial. Donc, vous êtes venu ici pour quoi, en fait? Il y a 1 an. On a eu écho d'un projet de recrutement initié par le gouvernement du Québec qui recherchait des infirmiers pour, il me semble, avoir de la main-d'œuvre dans le domaine de la santé ici au Québec. Donc moi j'ai postulé parce que j'ai toujours voulu venir au Canada. J'ai postulé, j'ai été retenu et c'est comme ça que je suis arrivé. Vous avez été retenu donc vous suivez des cours présentement pour devenir infirmier accrédité gouvernemental, donc pour le gouvernement du Québec. Oui, c'est ça. Comment ça se déroule, ce cours? D'abord, on a été prévenu, on nous a dit avant qu'on y vienne, parce que c'est vrai que là-bas, on est diplômé. Moi, par exemple, je suis infirmier depuis 11 ans. Voilà, donc on nous a dit comme ça que quand on allait arriver ici, on allait faire 1 an de formation. Ils ont appelé ça intégration à la profession infirmière. Donc, on suit ce cours-là, on doit finir en janvier. En janvier? Oui, avec le cégep de la Gaspésie. Oui. Et après avoir obtenu le diplôme avec le cégep, on devra passer un test de l'ordre des infirmiers. L'ordre des infirmiers? Oui, on doit obtenir l'examen de l'ordre des infirmiers pour pouvoir être infirmier ici au Québec. Et cet examen, il a lieu quand? Concrètement, je ne sais pas, je ne saurais le dire. Je sais qu'il y a 2 sessions, oui. En mai ou en septembre. D'accord. Ouais, donc on verra bien. Les cours, comment ça se passe? Comment vous vivez ces cours-là? C'est difficile? Il y a des obstacles? C'est facile? Non, c'est plutôt bien. Il faut dire que l'administration du cégep a mis quand même tout en place pour nous faciliter la tâche. C'est vrai qu'on fait des cours d'une manière particulière parce que nous, chez nous, on faisait toujours les cours en présentiel. Mais là, le professeur, il est à Gaspé. Oui. Nous sommes à Chandler. Oui. Et on est obligé de suivre les cours en hybride, je pense. En hybride. Voilà, c'est comme ça qu'il appelle, en hybride. Ouais. Pendant le cours que vous prenez, vous travaillez aussi? Oui. Vous faites quoi? Oui. Pendant le cours, moi, en fait, nous tous, on bosse en tant que préposé aux bénéficiaires au sein de l'hôpital. Même ici. Donc, combien d'heures par semaine? 3-4 jours semaine? 2-3 jours? On a droit à 20 heures. 20 heures par semaine en tant qu'étudiant. Oui. Donc, on bosse 20 heures par semaine en tant qu'étudiant, en fait, en tant que préposé aux bénéficiaires pour l'hôpital. Ici même à l'hôpital? Ici à l'hôpital. Et est-ce que, quand vous êtes parti de la Côte d'Ivoire, c'est ce à quoi vous attendiez ou est-ce que c'est mieux, en fait? Comment vous...
La vie ici, les études, le travail, comment on vit ça venu de l'extérieur? C'est clair que c'est différent de ce qu'on s'était imaginé. Mais moi, personnellement, je peux dire que c'est quand même bien. Oui. Ouais, on se sent bien. Avant de venir, comme j'ai dit, ceux qui ont initié le projet, c'est-à-dire le MIFI, le CIS et tout ça, ils nous ont expliqué un peu comment les choses allaient se passer. Ils ont mis tout en place pour qu'on se sente bien. On est venu, on a rencontré le SANA, le service d'accueil des nouveaux arrivants, qui nous a vraiment soutenus sur tous les plans, que ce soit dans l'accueil, dans je veux dire, dans tout, pratiquement. Dans les activités d'intégration. Voilà. Donc, c'est quand même bien. Une dernière question. Dans votre cours, vous êtes combien? Ici à Chandler, nous sommes 10. 10. En Gaspésie, nous sommes une quarantaine. Donc de la cohorte. De la cohorte, ouais. Parmi ces 10, vous êtes tous de l'extérieur, donc vous avez des collègues d'Afrique aussi? Oui. Nous, dans notre cohorte, il y a le Camerounais, il y a des Congolais, et des Ivoiriens, il y a aussi des Marocains. Ah oui. Je sais qu'il y a des Marocains, je pense à Calais, Tonou, à Gaspé. Il y a une camaraderie donc. C'est toute une gang, comme le disait Québécois. Bravo, merci beaucoup. Je vous remercie, vous êtes très gentil. Merci. Il y a un apport d'infirmiers qui viennent en ce moment principalement d'Afrique et c'est un apport important. Ils ont des formations adaptées aux critères du ministère de la Santé. Jusqu'à quel point quelqu'un comme on a rencontré, M. Jaurès, est important pour le CIS? C'est un grand apport. On parle d'une première cohorte qui est arrivée à l'automne 2022 où on avait 37 infirmiers et infirmières diplômés hors Canada qui sont débarqués en Gaspésie. Une deuxième cohorte à l'automne 2023 d'une quarantaine divisée sur l'ensemble du territoire. Puis ces gens-là, au terme d'une formation d'environ 1 an avec le Cégep de Gaspésie des Îles pour se mettre à niveau aux pratiques du Québec, viendront contribuer au réseau gaspésien. On a connu, c'est pas caché, là, il y a un manque d'infirmières considérable dans l'ensemble du Québec, mais en Gaspésie. Par le passé, on a souvent parlé qu'on manquait d'environ 100 à 120 infirmières. On parle d'une arrivée de 77 personnes de 6 pays d'Afrique différents. Donc, vraiment, ça devrait, au cours des prochaines années, faire une différence considérable dans notre capacité à maintenir, je dirais, l'offre de soins et services auxquels les Gaspésiens et Gaspésiennes sont habitués. Une dernière question. Il semble y avoir un accueil. Ils sont bien encadrés, c'est ce que j'entends, et c'est sûr qu'il y a un moment d'adaptation pour ces gens-là. Ils semblent être encadrés quand même, que ce soit par le SANA, aux activités. Le CIS aussi les encadre pour bien les intégrer au réseau? Tout à fait. Puis vous nommez le SANA, puis c'est intéressant puisque c'est un travail qui est fait avec les partenaires, le CIS, le Cégep, le MIFI, les organismes communautaires comme le SANA collaborent ensemble. Au niveau du CIS, oui, les choses sont mises en place pour faciliter l'intégration. Puis je dirais qu'il y a eu de l'amélioration entre la première et la deuxième cohorte. C'est peut-être ce qui est intéressant. On a appris de la première cohorte, on a appris de nos erreurs. Comme on entreprend des projets dans la vie, quand c'est la première fois, on voit certains enjeux, certains défis se pointer, puis on a corrigé le tir pour la deuxième. Par exemple, on avait une ressource dédiée à 100% sur le recrutement international qui chargeait du projet IDHC pour la deuxième cohorte, qui est en contact avec les gens dès leur intégration, alors qu'ils étaient encore dans leur pays, puis qui est allé aussi les accueillir à l'aéroport, où il y a eu des autobus de mis en place pour l'arrivée sur le territoire, etc. Puis l'autre aspect intéressant est l'intégration aux équipes, comme M. Jaurès en parlait, à raison de 20 heures semaine pour la plupart, dès l'arrivée ou presque, comme préposé aux bénéficiaires, ce qui permet de rencontrer des gens, puis de visualiser les nouveaux environnements de santé. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. L'organisme Action Travail Portneuf développe depuis 25 ans son expertise en employabilité et au cours des dernières années, l'organisme a beaucoup développé son expertise en matière d'accueil des nouveaux arrivants. Un reportage de Charles Laviolette de CJSR.
Ce 8 avril dernier, Accès Travail Portneuf fêtait ses 25 ans d'existence. L'organisme offre des services d'aide à l'emploi à toute la population, mais dédie une partie de ses ressources à l'accueil de la population issue de l'immigration. Accès Travail Portneuf offre de l'assistance aux nouveaux arrivants pour assurer leur employabilité et leur intégration. Le 23 mars dernier, à Donnacona, se tenait une conférence donnée par une juriste venue expliquer les principales étapes pour accéder à la résidence permanente au Canada. Une soixantaine de nouveaux arrivants étaient présents, signe d'un besoin dans la population immigrante. Dans les bureaux d'Accès Travail Portneuf à Donnacona, nous avons rencontré Bianca Michaud et Audrey Normando qui sont en charge de l'accueil des immigrants dans la MRC. Chez Accès Travail Portneuf, on a une équipe en immigration de 10 personnes qui vont offrir différents services aux personnes immigrantes. Donc, c'est vraiment quand la personne arrive au Québec, nous, on va la rencontrer une première fois dans les premiers jours de son arrivée pour vraiment la connaître puis savoir c'est quoi ses besoins. Donc, la plupart des travailleurs qui arrivent chez nous, ce sont des immigrants qu'on appelle temporaires. Donc, ils ont un contrat de travail avec une entreprise pour 2 ou 3 ans, par exemple. Donc, ils arrivent pour travailler dans des usines, comme soudeurs, comme on a beaucoup de cuisiniers aussi. Donc, en fait, dans le but de vraiment bien accompagner toutes les personnes qui arrivent dans la région, ici, chez Accès Travail Portneuf, on a plusieurs volets, en fait, plusieurs mandats au sein de l'immigration. On a un volet qui concerne, en fait, tout l'accueil, l'intégration des personnes, donc des services directs aux personnes immigrantes. On a aussi un mandat qui est en fait de favoriser la rencontre entre les Québécois et les personnes immigrantes. Donc, on organise toutes sortes d'activités qui favorisent vraiment les échanges, de la découverte de l'autre. Ensuite de ça, on a un programme de jumelage. Donc, c'est un peu le même concept, mais on jumelle vraiment 2 personnes qui ont des intérêts communs. Tout ce dont on peut penser qu'une personne a besoin, c'est comme par exemple le numéro d'assurance sociale, on les aide à l'obtenir, la carte d'assurance maladie pour eux et pour leur famille, l'inscription en francisation, l'ouverture d'un compte bancaire, aller chercher un téléphone. Donc vraiment, tous les besoins de base, les besoins administratifs, nous, on les accompagne là-dedans. Puis on va pas seulement les accompagner lors d'une première rencontre, mais vraiment, ça peut aller de plusieurs mois à plusieurs années. C'est vraiment différent d'une personne à l'autre. On a créé dans les dernières années un guide pour les nouveaux arrivants, donc qui explique vraiment tout ce dont un nouvel arrivant doit savoir se retrouve dans ce guide-là. Donc, les démarches administratives, les camps de jour, c'est quoi un camp de jour, comment ça fonctionne, l'école, le système scolaire. Bref, il y a beaucoup d'informations auxquelles les nouveaux arrivants peuvent se référer dans ce guide. Quand les personnes arrivent, oui, c'est important les démarches administratives, mais ce qui est aussi important, c'est l'intégration. Ils veulent s'intégrer au Québec, ils veulent rester ici. Donc, l'intégration, ça passe aussi par les activités culturelles, leur expliquer aussi comment ça fonctionne au Québec. Souvent, ils ont beaucoup de questions, sont très curieux. Nous, on peut répondre à ces questions-là, les aider, mais on a aussi des formations, comme par exemple la formation Objectif Intégration, qui est une formation sur les valeurs du Québec. Donc, on parle d'histoire du Québec pour vraiment leur donner les bases de c'est quoi le Québec, les codes culturels aussi, les codes en emploi. Il y a aussi des enjeux liés aussi à la langue. Quand ils arrivent, parfois, ils peuvent ne pas parler la langue. Avec l'employeur, il peut y avoir une incompréhension. C'est depuis 4 ans que la situation a vraiment évolué. Au début, il y avait une personne qui travaillait en immigration là, depuis 2010, mais depuis 2020, il y avait une équipe de 4 personnes. Puis petit à petit, il y a plusieurs personnes qui sont venues s'ajouter à l'équipe. Là, on est rendu 10 personnes qui travaillent en immigration. Et dans le fond, on accueille depuis 4 ans, on a accueilli 700 personnes dans le volet des immigrants temporaires, mais aussi 400 personnes de plus pour les travailleurs agricoles. L'augmentation de la population immigrante était déjà visible dans les villes de l'Est de Portneuf, mais les municipalités rurales de l'Ouest sont aussi touchées. C'est pour répondre à cette réalité qu'Accès Travail a ouvert un bureau à Saint-Marc-des-Carrières.
Donc, dans l'ouest de Portneuf, il y a de plus en plus de personnes immigrantes. On le constate facilement. Par exemple, à Saint-Marc-des-Carrières, dans la dernière année, vraiment, il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées. Puis c'est pas juste comme dans les plus grosses villes, ça peut être dans les petits villages aussi. À Saint-Hubal, par exemple, il y a énormément de travailleurs étrangers temporaires qui sont arrivés aussi. Donc, vraiment, le portrait sociodémographique est en train de changer là, présentement. On a tendance à penser que les personnes immigrantes vont s'établir plus dans les grands centres urbains, mais on se rend compte dans les dernières années que c'est pas nécessairement le cas. Qu'il y a de plus en plus de personnes qui recherchent en fait la tranquillité, les paysages agricoles, les grands espaces, donc la qualité de vie qu'on a ici. Moi, je considère vraiment que c'est une richesse qu'on est en train d'acquérir présentement dans Portneuf. Depuis maintenant 20 ans, l'organisme Cosmos œuvre auprès des familles pour permettre à chaque jeune de réaliser son potentiel. Et Marc Després de la télévision de la Métis s'est rendu à un 5 à 7 qui soulignait le 20e anniversaire de cet organisme. Madame Thibault, vous êtes ambassadrice, l'une des 4 ambassadrices pour Cosmos. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous impliquer dans Cosmos? En fait, dans mon organisme, je participe activement aux actions, aux tables de concertation. J'y crois que la force des partenaires, on peut réaliser des actions concrètes. Alors, comme j'étais déjà impliquée, que je crois à cette force-là de collective, ça allait de soi que j'accepte le contrat d'ambassadrice. Et à ce moment-là, vous êtes originaire de la Métis, c'est pas pour rien là, que ce soir vous êtes ici. Oui, en fait, c'est ça. Donc, moi, je suis originaire de Saint-Gabriel de Rimouski. Alors, pour moi, d'être ambassadrice puis de représenter Rimouski-Neigette et la Métis, ça avait quelque chose de touchant pour moi, effectivement. Quel est le lien entre votre carrière, votre profession et Cosmos? En fait, nous, à la Maison des familles, moi, je suis travailleuse sociale de formation, donc, et à la Maison des familles, on accompagne les parents et les enfants. Alors, pour nous, de faire partie d'une démarche de concertation, de s'impliquer pour leur mieux-être, pour qu'il y ait des chances égales de réussir, là, c'est vraiment très connexe. Et donc, pour vous, c'est important de prendre le temps là, de s'impliquer là, avec Cosmos? Oui, effectivement. Donc oui, on peut réaliser des interventions directes dans nos organismes, mais de s'asseoir ensemble, tous les partenaires, de voir quels sont les besoins, où sont rendus chacune des organisations, puis d'allier nos forces pour faire des petits pas. Alors, c'est vraiment super important de se rassembler, puis de pouvoir régler des petites choses, de faire des maillages, des fois de dire qu'on ne veut pas dédoubler, on veut s'assurer que tout le monde répond à sa mission, mais répond aux besoins. Donc, c'est vraiment d'unir nos forces, la concertation. Donc, ça va de soi de s'impliquer dans une démarche comme ça. Et de s'impliquer, mais avec d'autres personnes qui aiment aussi s'impliquer là, pour nos jeunes. Oui, effectivement, c'est sûr qu'une démarche de concertation, c'est vraiment important que tout le monde participe. Donc, que chacun investisse de son temps pour venir discuter de l'avenir, de faire des projets. C'est sûr que d'avoir les partenaires présents, de s'allier en fonction des enjeux ou des tranches d'âge. Donc, c'est intéressant de voir la mobilisation là, dans notre région. Et il faut dire que, bon, on ne fait pas juste jaser autour d'une table, là. On concrétise bien des projets. Oui, en fait, c'est avec la liberté qu'on a de voir les enjeux, les besoins. On a aussi beaucoup de données probantes, des difficultés ou des enjeux qu'on vit dans notre région. Donc, de partir réellement des besoins. Alors, on est des intervenants terrain. Des fois, c'est des directions. Des fois, c'est des intervenants qui sont présents pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nos familles, qu'est-ce que nos jeunes ont besoin. Puis ensuite, en fonction de la disponibilité de chacun, de l'énergie, des missions, on regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. On décline des plans d'action, puis on s'implique. Alors, et au bout de ça, c'est vraiment des jeunes qui ont vraiment de l'accompagnement, du support là, dans leur vie de tous les jours. Et à ce moment-là, bon, Cosmos a 20 ans. Bien entendu, vous étiez sûrement trop jeune au tout début. Par contre, vous êtes incorporé en cours de route. Oui, en fait, ça fait 10 ans que je suis à la Maison des familles. Donc, depuis 2014, j'ai la chance de voir toute l'évolution, l'implication des partenaires, puis de voir, d'additionner, en fait, tous les résultats qu'on a depuis ces 10 années-là et de voir, en fait, comment on a fait une différence à différents niveaux dans la vie des jeunes de notre MRC, là. Et à ce moment-là, bon, on se souhaite sans aucun doute un autre 20 ans au minimum. Effectivement, de voir la mobilisation des partenaires, de voir qu'on veut répondre aux besoins des jeunes. C'est une structure qui est déjà en place, qui fonctionne bien. Alors, effectivement, qu'on a le vent dans les voiles pour poursuivre encore plusieurs années. Et donc, pour vous, à ce moment-là, comment vous voyez Cosmos, justement, peut-être dans 20 ans?
Dans 20 ans, c'est une bonne question. J'espère que tous les partenaires seront là. On retrouve le milieu scolaire, le milieu communautaire, le milieu de la santé, le milieu municipal, et j'en oublie probablement. Alors, moi, je vois encore que les partenaires sont présents, croient à la mobilisation, puis qu'on n'a pas des gros enjeux de changer le monde, mais de faire des petits pas pour les jeunes. Alors, je vois en fait une continuité de ce qui se fait déjà. Et la question qui tue, est-ce que vous trouvez que le gouvernement en fait suffisamment pour la croissance de nos jeunes? En fait, c'est une question quand même un peu difficile à répondre. Moi, ce que je crois, c'est que dans nos missions respectives, on est habitué de répondre aux besoins. On est présent, on est sur le terrain avec les familles, avec les jeunes. On voit leurs besoins. On a du pouvoir pour les accompagner dans leur développement. Alors, je pense que oui, on pourrait toujours avoir un petit peu plus de reconnaissance, mais qu'il ne faut pas s'arrêter à ça puis dire collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire, quels petits pas on peut faire pour accompagner les jeunes et se concentrer sur les résultats qu'on voit. Puis quand on est sur le terrain, on les voit rapidement, les résultats. Donc, on peut savoir que nos gestes ont porté fruit, puis on peut s'ajuster en cours de route. Donc, c'est l'avantage d'être présent sur le terrain puis d'être proche des familles et des jeunes. Et on peut se dire qu'on est chanceux dans la Métis, dans le Bas-Saint-Laurent, dans Rimouski-des-Gîtes, d'avoir Cosmos? Effectivement, de voir qu'une table, des gens se mobilisent pour le bien-être des jeunes, de voir les actions qu'on réalise, effectivement, on peut se remercier, on peut se féliciter pour tout ce qu'on fait, puis de continuer d'y croire, puis de donner du temps pour la collectivité, en fait. Donc, longue vie à Cosmos. Longue vie à Cosmos. Merci. Merci. Michel Montminy de CEMA TV s'intéresse au projet de développement des compétences langagières chez les enfants de 0 à 5 ans qui se déroule actuellement à l'école Bellevue dans la municipalité d'Armagh. On est à l'école d'Armagh et on va vous parler du projet en développement des compétences langagières. Je suis en compagnie de Mme France Saint-Hilaire. Bonjour France. Sophie Leblois, Mme Esther Landlois et M. le directeur Sylvain Tremblay. Bonjour à vous quatre. On va vous parler de ce développement des compétences langagières. Mais c'est quoi ça, des compétences langagières? C'est un projet que j'ai monté avec l'Université Laval, qu'on a travaillé ensemble sur un concours que j'ai gagné. Puis j'ai monté un projet pour travailler le langage chez les enfants de 0 à 5 ans. C'est pour leur permettre de développer leur langage chez les enfants. Fait que on travaille avec la musique, puis on aide les enfants à développer l'audition, la mémoire. C'est ça, les c'est quoi le phénomène? Expliquez-moi, France, là. Pourquoi les enfants ont des problèmes à parler? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ce phénomène-là? Qu'est-ce qui a créé ce phénomène-là? Bien, il y a plusieurs facteurs. Il y en a un premier facteur, c'est surtout les parents qui de plus en plus dialoguent moins avec leurs enfants. À cause de quoi? À cause qu'ils sont sur leur cellulaire. Bien, voyons donc. C'est le cellulaire qui... Oh oui! Bien, il y a de plus en plus. T'sais, on est souvent sur notre cellulaire, puis on ne parle plus avec les gens. On ne regarde plus les gens non plus. Fait que ça pose un problème chez les enfants. OK. Et bon, j'ai une orthophoniste juste à côté de moi. Vous avez décelé ce problème-là par rapport justement à la recherche de France? Ça fait plusieurs années qu'on le constate, mais moi, je suis toute nouvelle dans le centre de service. Alors, c'est l'année passée là, que France m'a parlé de ce projet-là. Puis moi aussi, ça me tenait à cœur, mais quand on est chacun de notre côté, on ne sait pas trop comment faire. Elle avait une idée. Alors, ça nous a permis de nous rassembler puis de viser cet objectif-là. Là. Comment favoriser le développement du langage grâce à la musique, parce qu'on sait que ça fonctionne. Bon. On s'est pris comment? Parce que moi, je pose une question à tout le monde. Là. On sait comment on a développé ce projet-là? Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves? Même, j'ai eu vent qu'il y aurait des marionnettes. Oui, il y a des petites marionnettes. Moi, je travaille le langage avec la marionnette pour travailler les émotions aussi chez les enfants. Parce que la marionnette fait en sorte que l'enfant est plus porté à parler. À aller de l'avant avec son langage. Il vient, la marionnette est arrivée, puis là, ils viennent tout émus. Fait que là, on travaille le langage avec ça. Fait qu'on crée une interaction avec l'enfant. Bon, mais là, ce que je comprends, orthophoniste, enseignant, tout le monde collabore ensemble. Oui. Comment? Bien, le déroulement, dans le fond, c'est que Mme France, au début d'année scolaire, j'allais assister à ses cours de musique. Fait que là, moi, j'ai vu, j'étais comme plus observatrice, je voyais comment elle travaillait avec les comptines, avec le rythme,
avec des vitamines rythmiques. C'est toutes des choses qui stimulent la mémoire chez les enfants, le langage, la conscience phonologique. Conscience phonologique, bien moi, je suis dans ça en maternelle 5 ans. J'ai mon programme que je fais moi aussi avec ma marionnette qui vient visiter les enfants, qui présente chaque lettre de l'alphabet et ça se complète bien. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Ça donne un bon coup de main, hein? Des comptines, j'en ai beaucoup dans ma tête, j'en ai beaucoup, fait qu'on en fait à tous les matins. Je garde M. le directeur pour le dessert. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que ça a donné, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Est-ce que les résultats sont satisfaisants? Est-ce que vous avez une façon de mesurer? Bien, avec notre dépistage en début du projet, on a commencé par un dépistage. On a regardé voir où cibler. Puis après ça, on a fait un deuxième, un post-test par la suite. Puis on a vu une amélioration chez les enfants. Fait que c'est ça. On a une petite amélioration qui continue. Fait que plus on en fait, plus la fréquence est là aussi chez l'enfant, plus l'enfant va s'améliorer. Puis ça nous a permis aussi d'identifier les élèves qui étaient, malgré l'enseignement de niveau 1 qu'on appelle, là, donc universel pour tous les jeunes, bien, on a pu cibler les élèves que cet enseignement-là, ce n'était pas suffisant. Donc, on a pu identifier les élèves qui avaient besoin plutôt d'un niveau 2 là, dans la réponse à l'intervention, c'est-à-dire d'être en sous-groupe. Alors, grâce à ça, bien, on a été directement cibler les jeunes qui avaient des besoins supplémentaires. Là, on a parlé de cellulaire, oui. Bien, ce que je peux rajouter pour compléter le sous-groupe, c'est que j'étais en train d'oublier de dire que maintenant, vu que moi, je connais le fonctionnement et tout ça, bien, on divise le groupe en deux. Une partie de la période, ils vont avec France. Moi, je garde la moitié du groupe d'élèves. Mm-hmm. Moi, ça m'aide beaucoup. Puis, à la fin de la demi-période, bien, on inverse. Ça m'aide beaucoup de pouvoir observer par petits groupes, pouvoir plus développer pour chaque enfant la conscience phonologique. Fait que moi, ça m'aide, là, parce que 17, c'est beaucoup quand on veut observer, quand on veut travailler certaines choses. Bien là, ça m'aide beaucoup. Ça aide les enfants, nécessairement. Et pourquoi c'est à Arma qu'on a découvert ça? Moi, c'est ça qui me fascine aujourd'hui, c'est que vous avez fait des démarches auprès d'une personne qui fait des recherches à Québec là-dessus, mais est-ce que c'est un phénomène qu'on retrouve en région ou est-ce qu'il y a des régions ciblées qu'on voit des enfants qui ont des problèmes d'allocution à cause du cellulaire des parents? Non, il y en a partout, il y en a même dans les milieux favorisés aussi, mais c'est surtout, bien, il y en a partout. Les enfants ont un problème de langage, c'est de plus en plus fréquent dans nos écoles. Sauf que ce n'est pas beaucoup mentionné, mais il y en a de plus en plus. Mais ce n'est pas seulement dans notre région, il y en a partout. France, vous m'avez parlé que c'était à cause principalement de la COVID. Mais la COVID, ça fait 2 ans à peu près là, que c'est terminé. Est-ce que ce phénomène-là va diminuer ou va s'accentuer parce que la COVID diminue, mais les cellulaires augmentent? Bien, moi, je pense que non, parce que ça fait plusieurs années qu'on s'aperçoit de ça. Parce que, tu sais, de plus en plus, moi, j'ai remarqué, pour ça qu'on a parti le projet. Parce que moi, dans la musique, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus d'enfants depuis un certain nombre d'années. Là. Moi, ça fait 17 ans que je suis ici. Puis depuis au moins 7 ans qu'on voit l'augmentation du problème de langage chez les enfants. Et là, on a commencé ça cette année, c'est ça que j'ai compris. Mais est-ce que vous avez l'intention de perpétuer, d'améliorer, de grandir là-dedans dans cette recherche-là, ce projet-là? C'est sûr qu'on veut continuer. Mais ça, c'est M. le directeur qui va prendre la décision. Oui, hein? Je vais y parler tantôt. Je le garde pour le dessert, oui. Donc, ce que je comprends, par exemple, c'est que les enseignantes, l'orthophoniste, tout le monde est d'accord. Oui, c'est ça, parce qu'il y a 2 personnes qui manquent aujourd'hui, là. Oui, il y a la personne de maternelle 4 ans qui manque, puis il y a l'orthopédagogue aussi qui nous aide. Qui sont impliqués dans ce projet. Sont impliqués dans le projet. C'est qu'eux autres, tu sais, quand on monte un projet, il faut être plusieurs dans un projet pour se soutenir, parce que chacun, on a des compétences différentes. Moi, c'est la musique. Je peux vous parler musicalement, je vais vous en parler. Madame Sophie, c'est l'orthophoniste, fait qu'elle vient nous supporter dans le soutien pour les enfants aux troubles de langage. Monsieur le directeur, c'est à votre tour. Qu'est-ce qui fait que vous avez embarqué dans le projet que France vous a proposé? Bien, au départ, c'est comme Mme France disait, on remarque des difficultés de langage. Les enfants arrivent au préscolaire avec des lacunes dans le développement. Donc,
on remarquait aussi là, des difficultés qui perdurent dans le cheminement scolaire des enfants. Donc, Mme France m'a présenté le projet. J'ai été emballé de l'idée de travailler au préscolaire. On a présenté ça à l'équipe école, parce que c'est des investissements sur le budget de l'école. Tout le monde était d'accord là-dessus aussi, parce que ça a des répercussions tout au long du cheminement de l'élève, son cheminement scolaire. Ensuite, on a présenté le projet au conseil d'établissement. Les parents étaient emballés de ça. Oui. Et ensuite, un coup que toutes les décisions étaient favorables à l'établissement du projet, à la mise en place du projet, les enseignantes, Mme France, ont présenté ça aux parents au début de l'année scolaire. Les parents ils ont dit « Wow, c'est donc bien le fun, puis mais pourquoi pas avant? » C'est la question. Mais ça prend quelqu'un, ça prend une bougie d'allumage. Puis cette fois-là, ça a été Mme France qui a eu l'idée d'aller chercher le projet, de s'inscrire à de la formation avec des chercheurs de l'Université Laval. Est-ce que vous pensez qu'on peut étendre en quelques secondes ce projet-là, parce que c'est pas juste à Arma que ça se passe, là. Si vous me l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui sont pris avec ça. Je ne sais pas comment le dire, là, mais ce projet-là, est-ce qu'on peut, parce que là, à partir de maintenant, probablement que vous allez en entendre parler, là, est-ce qu'on peut l'étendre? Bien, c'est sûr qu'on peut l'étendre. La recherche est là. La recherche le prouve que c'est... Mais il y a beaucoup d'enfants au Québec qui ont ce problème-là. Oui, il y en a beaucoup. Fait que moi, je pense que ça devrait être un projet qui fait des petits, qui va de l'avant aussi. Fait que j'espère que ça va faire... on va semer une graine, puis que cette graine-là va devenir un arbre plus tard. Merci beaucoup. Je vous félicite. Quelle belle initiative. Moi, j'ai encore appris beaucoup de choses aujourd'hui. Bravo à cette belle initiative. D'abord à vous, Monsieur le directeur, Sylvain Tremblay, mais à vous, France, pour avoir eu cette idée-là. France Saint-Hilaire, bravo. Félicitations. Merci, Sophie Leblois. Merci, Esther Landlois. Félicitations, puis on va sûrement se revoir pour en reparler. Je vais suivre le dossier. Ne reculant devant rien et surtout en n'ayant pas peur de se mouiller, Chantal Bédard de CSUR.TV a participé à la 7e édition de l'incontournable descente en kayak de la rivière Baudette. Le 20 avril dernier, le Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges conviait la population à sa 7e édition de l'incontournable descente en kayak de la rivière Baudette. L'équipe de C'est sur la télé était de la partie avec rame et caméra. On a voulu sortir encore une fois de notre rôle de journaliste, mais plutôt devenir un peu des journalistes de brousse, mais je dirais de rivière. Ce n'est pas la première fois que C'est sur la télé descend la rivière Baudette. On a fait un documentaire dans le passé qui s'appelle « Une rivière m'a parlé, la Baudette ». Mais cette année, on a décidé de la refaire parce qu'en tant que nouvelle, on voulait que les gens sentent c'est quoi passer dans la rivière, qu'on puisse montrer un peu que c'est pas juste un événement, qu'il y a une opportunité d'apprentissage derrière ça. On tente là, de donner accès au plan d'eau à la population. Malheureusement, les rives sont très, très privatisées au Québec, particulièrement dans le sud du Québec, en effet. Donc, une fois par année, là, on s'organise là, pour que les gens aient accès à la rivière et puis la descendre et puis puissent en profiter, voir les beaux paysages et puis aussi, bien sûr, la découvrir différemment. C'est très important. Absolument, les participants là, la voient autrement une fois qu'ils l'ont parcouru. La rivière Baudette, c'est une rivière magnifique, semi-urbaine, rurale qui se dessine un peu partout dans la belle région de Soulanges. Une descente qui aurait dû durer 4 heures et que finalement on a pris beaucoup plus. C'est une descente de 22 km. Donc, moi, c'était ma plus longue descente de kayak à vie. Le parcours était un tout petit peu plus difficile dû à beaucoup d'arbres qui étaient tombés l'hiver dernier à cause du verglas. Donc, il a fallu beaucoup manœuvrer entre les arbres et les roches. Fait que ça a rendu un parcours qui était pas trop dur en un parcours plus difficile. Notamment, on a eu moi et Chantal, on a chaviré chacun à notre tour à différents endroits de la rivière. Rien de très grave, ne vous en faites pas, nous étions très bien équipés. Ça fait partie des risques du métier.
La rivière Baudette, c'est un des plus gros bassins versants qu'il y a à Vaudreuil-Soulanges. Une bonne partie est en Ontario, donc les gens aussi vont décoller en kayak et en canot à partir de l'Ontario, au bout de la rue Buttonut Lane. Puis ils vont se rendre jusqu'au village de Rivière-Baudette. Donc ils font quand même une très bonne partie de la rivière, là, qui est navigable encore, parce que plus en amont, le cours d'eau commence à être trop petit pour pouvoir le naviguer. Et quelle est la meilleure façon de découvrir une rivière? C'est de la toucher, de la découvrir et de naviguer sur ce plan d'eau où est-ce qu'on peut découvrir des oiseaux, des rats musqués, des tortues, des castors, une multitude d'oiseaux. Il y a une faune et une flore incroyables qui grandit, qui vit dans cette petite rivière. Je pense que c'est une activité qui est vraiment importante parce que ça amène justement à voir à quel point elles sont importantes. Malgré le fait qu'on passe à côté régulièrement, la rivière Baudette, on y pense pas trop. Puis les gens ont tendance à dire « Ah, mais tu sais, c'est une rivière brune, blabla », mais elle apporte beaucoup. Puis malgré le fait qu'elle est toute petite, elle est très longue. Puis ça rappelle justement que la nature, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Pour terminer ce bulletin des régions, on va vous présenter de très belles images qui ont été produites par la télévision du Rocher-Percé lors de la Nuit des Hauts-Mardiers, le 27 avril dernier. On vous quitte sur ces images. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à la prochaine.